Bonjour à tous et bienvenue à cette session du Labo Carrière pour les femmes en TI. Puis le sujet aujourd'hui, c'est des femmes leaders en IA. Je me présente, je m'appelle Audrey Rosine, je suis partenaire en acquisition de talent. Puis je suis accompagnée de Priscilla Kossem, directrice conseil experte. Désolée Priscilla avec ton... Bienvenue et merci de te joindre à moi pour cette opportunité. Comment ça va aujourd'hui Priscilla? Ça va bien, hein? On commence bien la journée. L'après-midi, j'aurais dire, avec toi aujourd'hui, puis avec tout le monde qui est en ligne. Donc, merci à vous de vous joindre. Puis, n'hésitez pas d'interagir avec nous. On va vraiment rentrer dans des détails puis des discussions. Donc, on est vraiment là pour ça. Pas de problème. Merci beaucoup, Priscilla. Alors, pour commencer cette session, ma première question, ce sera en fait, parle-moi un petit peu de toi et puis de ton parcours professionnel et puis qu'est-ce qui t'a amené à CGI? Je fais partie de plusieurs personnes qui n'ont pas commencé leur carrière dans le monde de la TI. Donc, dans le sens que moi, mon éducation, elle retourne plus en comptabilité. Donc, j'ai fait un début de carrière en comptabilité et je me suis déplacée avec un peu d'intérêt vers le côté, ça s'appelle Risk Advisory en consultation dans des firmes de comptabilité. Et c'est là où j'ai pu explorer le côté audit TI, cybersécurité, etc., avant de vraiment me plonger tête première chez CGI, une compagnie complètement technologique. Je peux vous dire que dans les 2 premières semaines que j'avais commencé à CGI, puis ça, c'est toujours une histoire que j'aime bien dire, quand j'avais fait l'interview, ils me posaient des questions sur des choses comme la gestion de vulnérabilité, l'IA, etc. Est-ce que je connaissais? Je leur disais oui, je connais bien les termes. En audit, on les voit toujours. Mais dans mes débuts, en commençant à CGI, j'ai vraiment eu le syndrome d'imposteur où quand j'ai vraiment dû explorer ces sujets-là, je me disais, ça veut dire... Non, c'est extrêmement différent. Et c'est drôle parce que je le dis souvent à mes copains qui sont encore en audit qu'on pense vraiment qu'on sait les termes, on sait vraiment qu'est-ce qui se passe et on sait rien. On pose des questions et on a de la misère à suivre, tandis que quand tu plonges vraiment dans le monde de la technologie, tu apprends beaucoup plus, tu es beaucoup plus exposé à des termes. Donc, ça a été assez plaisant parce que j'ai beaucoup appris. Moi, je me suis fait beaucoup mentorer côté CGI par des femmes et des hommes au cours de ma carrière, donc les 5 dernières années. J'ai été à partir des stades de l'opération jusqu'à les stades de stratégie et l'architecture. J'ai beaucoup évolué ici et j'ai utilisé beaucoup de mes apprentissages initiaux aussi que j'ai rapportés à CGI. Donc, ça pour dire que n'importe quelle carrière ou éducation que vous auriez fait précédemment, ça ne devrait jamais vous empêcher d'explorer d'autres sujets. Tout à fait. Un peu, mon parcours n'est pas si différent du tien. C'est que moi, j'ai commencé plus en administration. Tu vas me dire, en administration, il y a des choses qui sont transférables en ressources humaines, mais j'étais plus spécialisée en comptabilité. J'ai fait de la comptabilité finance du recrutement dans ce côté-là. J'ai fait de l'industrie. J'ai touché un peu à tout jusqu'à ce que j'ai eu la piqûre des TI. Puis, on se dit qu'on connaît certains termes, c'est facile de les définir, mais quand tu arrives dans le monde des TI puis qu'il faut les mettre en pratique, c'est là que tu te rends compte que les termes techniques ne sont pas si simples que ça. On les comprend, mais pour pouvoir les expliquer par la suite, c'est différent. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, je vais généraliser, tous les chemins mènent à Rome, comme dit certains, mais c'est vrai qu'on peut commencer avec un parcours qui est différent, puis arriver au monde des TI. Avec toi. Voilà. Pour rebondir un petit peu plus sur le domaine des TI, aujourd'hui, on va parler de l'IA. Donc, l'IA, ça fait... Je vais te poser la question que tout le monde se pose. L'IA, ça fait un peu peur. Donc, comment tu pourrais, si tu veux, rassurer les gens sur l'intelligence artificielle et puis qu'est-ce que l'intelligence artificielle, si je peux m'exprimer ainsi?
OK, donc je pense la première chose à penser que c'est pas iRobot par Will Smith, donc on n'est pas dans ce type de monde-là. Mais l'intelligence artificielle, vraiment, qu'est-ce qu'on est en train de voir, c'est que ça aide à pousser et à améliorer les équipes, donc au niveau de la production, au niveau aussi de réduction de coûts. Donc, on Oui, pense à des tâches qui sont très administratives. Donc, pense peut-être dans ton day-to-day, tu regardes des documents d'Excel et tu es là à vérifier chaque élément un à un. Et bien sûr, il y a des éléments qui mènent à des erreurs humaines ou d'autres. Donc, l'IA peut emmener, en termes d'automatisation, ce type d'intelligence pour vérifier, mais aussi analyser le niveau de risque. Donc, il y a différents éléments que l'IA vient emmener, bénéficier des compagnies et aussi nous, comme consultants de sécurité. Donc, c'est bien parce que c'est littéralement, c'est arrivé hier, mais Microsoft Copilot ont annoncé qu'ils ont ajouté une étape de sécurité aussi par-dessus le Copilot. Donc, dans leur test, ils ont identifié qu'il y a eu une amélioration de plus de 7% en tant que les tâches, etc., au niveau de la productivité. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'assimilation entre l'IA et je dirais, les différentes industries, que ce soit même en audit, en taxes, que ce soit dans les états de manufacturier, dans les états bancaires. Donc, peu importe les différentes industries, on le voit de plus en plus. Pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, si vous allez dans des hôpitaux, par exemple, la manière qu'ils vont distribuer les médicaments sont souvent à travers de robotisation. Donc, c'est une sous-partie de l'IA. L'IA, il y a différentes étapes, donc il y a différents niveaux, bien sûr, au niveau de l'IA. Donc, c'est une sous-catégorie, la robotisation. Et c'est quelque chose qu'on voit, je veux dire, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que c'est existant. Donc, on voit juste son évolution au cours des années. Donc, à partir de, je pense que c'était 1980, on a vu les premières évaluations de l'IA. Même 1990, excusez-moi. OK. Ben, tu viens de m'apprendre des choses aujourd'hui, donc c'est super génial. Merci beaucoup. Moi, je vois au niveau du recrutement, il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'IA. Est-ce qu'on recrute avec l'IA? Je vais dire d'une certaine manière, oui, on recrute avec l'IA, dans le sens où ça nous permet de recevoir les CV et je ne vais pas dire d'analyser les CV, mais de regrouper les CV par catégorie poste. Donc, dans mon day-to-day, si je recherche, par exemple, des développeurs, des développeurs .NET, plutôt que d'aller chercher dans la banque, de les passer un après l'autre, ben, l'application qu'on va avoir va tous les regrouper, va me dire, voilà, ce sont tous les développeurs .NET qu'il y a dans la banque. Puis moi, de l'autre côté, en tant qu'humain, je vais analyser les CV pour voir si ça fit avec mon poste. Mais c'est vrai que ça nous fait gagner du temps dans notre day-to-day. Si je peux donner une anecdote, j'ai une Google Home Mini. Donc, ma Google Home Mini, comme je fais du télétravail, est toujours en train de me rappeler à certaines heures, il faut que je fasse des squats, il faut que je boive de l'eau. Donc, le bénéfice de l'IA. Mais la question, c'est si tu le fais ou pas. Hein. Je pense plus que je le rappelle, mais oui, non, c'est sûr. Puis c'est partout. Ça nous entoure. Donc, on a vraiment de plus en plus d'automatismes. Donc, pour ceux qui aiment beaucoup les jeux vidéo, vous avez tous les systèmes de VR. Donc, on le voit de plus en plus. On voit les intégrations. Ça fait partie de notre quotidien. Et c'est plus une question d'acceptation. Et il y a différentes manières que vous pouvez vraiment apprendre l'IA. Donc, oui, il y a des sources qui sont éducationnelles. Donc, vous pouvez aller sur des choses comme Coursera, EDX, Fast.ai. Donc, il y a pas mal de cours de pratique sur l'IA que vous pouvez apprendre. Si vous avez de la misère, par exemple, à aller à travers des cours comme ça, vous voulez vraiment rentrer dans des manières d'application ou d'essai, il y a différents types de systèmes qui sont plus en tant que jeu. Donc, il y a par exemple AlphaGo qui est un jeu où vous pouvez essentiellement jouer à des différents jeux entre systèmes d'IA.
Donc, il y a différentes manières d'apprendre l'IA. C'est pas juste... vous n'avez pas nécessairement besoin de retourner à l'école pour le faire. Il y a beaucoup d'informations qui sont proposées. D'informations en ligne, exact. Comme par exemple, il y a des documentations et des tutoriels sur TensorFlow, sur PyTorch, que vous pouvez chercher aussi. Il y a pas mal de discussions communautaires sur GitHub, par exemple. Donc, il y a pas mal de différents éléments. Il y a des conférences, il y a des webinaires. Donc, c'est partout, je vous dirais. Maintenant en termes d'IA. Puis je trouve que tous les différents types de ressources disponibles atteignent les différents sens ou les particularités qu'une personne aurait dans leur apprentissage. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est plus visuel, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de jeux pour vraiment apprendre. Si vous êtes quelqu'un qui est plus à l'écoute, il y a pas mal d'éléments que vous pouvez aller chercher, par exemple, des livres qui vont faire des dictions ou peu importe. Donc, il y a pas mal de ressources qui sont disponibles pour ce type d'apprentissage. Et c'est comme ça que vous évoluez. C'est en ayant une certaine connaissance et en essayant de les appliquer. Donc, si vous allez sur, par exemple, poe.com, vous allez voir que vous pouvez créer vos propres types de IA. Essentiellement, créer des fonctionnements et tout ça, tous ces éléments-là d'apprentissage et d'essai, que ce soit via TensorFlow ou autre, c'est des projets que vous pouvez mettre sur votre CV qui redonnent un peu cette valeur-là. Et je pense sur cette thématique-là, sur qu'est-ce qu'on rajoute sur le CV, qu'est-ce qui amène de l'ampleur. De ton côté, Audrey, quand tu regardes ça, tu disais tantôt, tu sais, il y a des automatismes et tout pour identifier certains éléments dans les CV. Oui. Est-ce que tu pourrais partager avec nous c'est quoi les mots-clés ou les éléments qui sont vraiment recherchés? Je dirais que tout ce qui a rapport avec les technologies de l'IA, on va essayer de trouver ça dans le CV. C'est sûr que je dis souvent à des candidats que je rencontre, avec qui j'échange, que un CV, c'est comme votre pièce d'identité. Ça dit qui vous êtes. S'il y a des mots-clés de l'IA que je ne retrouve pas dans le CV, je vais pas m'attarder sur le profil. Par contre, si je vois quelqu'un, même si cette personne est junior, qu'elle fasse une réorientation de carrière, qu'elle apprenne le secteur de l'IA et je vois qu'il y a du potentiel, je vais appeler cette personne, je vais discuter avec elle, je vais lui demander c'est quoi ses projets, qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle s'est formée, où est-ce qu'elle a trouvé ses formations. Nous, au niveau du recrutement, on apprend tous les jours. Donc, avec les gens qui appliquent sur ce type de poste, j'apprends aussi tous les jours. Donc, qui me fassent vivre leur passion. C'est vraiment la chose que je trouve vraiment très importante, en plus d'avoir les technologies, c'est de faire vivre la passion à travers les mots dans un CV. Je prends l'exemple de candidat junior que j'ai eu une fois pour un poste. Je voyais tellement qu'il voulait, j'avais vu toute sa liste de formations et je me suis dit, pourquoi je vais pas l'appeler? Je l'ai appelé, puis j'ai discuté avec lui et on a passé 45 minutes au téléphone. C'est littéralement une entrevue. Une entrevue que je fais en visio, je l'ai faite au téléphone avec lui parce qu'il me faisait vivre sa passion. Il était tellement passionné par ce qu'il faisait que j'ai pris une chance de le présenter à un de mes gestionnaires, puis mon gestionnaire l'a embauché. Donc, c'est vraiment... Il y a toujours des expériences transférables, donc c'est de les mettre en valeur dans le CV et ça va vous permettre de franchir certaines étapes. C'est sûr que ne faut pas faire vos CV avec ChatGPT. Ça, c'est... Oui, puis je pense que ça emmène un vraiment très bon point, puis je le vois dans l'industrie, c'est que beaucoup de personnes vont utiliser des sources comme Palma, ChatGPT, etc., comme un peu leur l'homme à tout faire. Donc, ou la femme à tout faire. Donc, dans le sens que, ça fait le CV et je l'utilise et je l'envoie. Mais il y a pas mal de révisions à faire. Ce n'est pas un outil qui est supposé être là pour faire votre travail sans révision. C'est un outil essentiellement que vous utilisez pour vous aider à trouver les éléments manquants, amélioration de phrases, etc. Mais ce n'est pas un outil à utiliser
qui va emmener un certain niveau de perfection. Il y a quand même pas mal d'erreurs qui emmènent qui sont présentes dans ces types d'outils-là. Donc, il faut quand même un certain bon sens de révision. Et non seulement ça, il faut faire attention des types d'informations qui sont mis aussi sur ces plateformes-là. C'est sûr que de l'autre côté, c'est un peu comme Google. Donc, pour ceux qui le savent, qui ne le savent pas, toutes les informations que vous mettez dans Google deviennent la propriété de Google. Donc, même chose pour les éléments de traduction. Si vous mettez quelque chose de personnel à vous ou de quelqu'un d'autre dans les éléments de traduction, ben, ça devient la propriété de Google. Donc, c'est un peu la même chose, c'est que les outils d'IA utilisent des informations qui sont rentrées pour s'améliorer. C'est comme ça que ça s'apprend. C'est comme ça qu'ils évoluent. Et essentiellement, ces types d'informations-là, ben, ils deviennent publics. Donc, si vous avez des informations de vos clients ou de vous-même, etc., que vous mettez dans ces types d'outils-là, ben, vous rendez cette information-là publique. Et surtout, si c'est des informations qui sont confidentielles, ben là, ça devient des informations qui peuvent être utilisées contre vous, contre votre compagnie, contre les outils que vous utilisez. Donc, il y a toujours ce sens de prévision-là qu'il faut faire en tant que ces types d'outils. OK. Puis, toi, en tant que femme dans un monde d'IA, parce qu'on dit beaucoup que les technologies de l'information sont un monde d'hommes, comment tu as su faire ta place en IA? Je pourrais peut-être dire, comment l'IA t'a permis de faire ta place dans ce monde? Ben, je pense que la première chose, c'est que je dis toujours qu'est-ce que j'ai en tête. C'est un point fort et c'est un défaut aussi, mais je le dis toujours d'une manière un peu politique. Donc, c'est sûr que moi, je suis un peu polygote, donc j'ai pas mal de différents savoir-faire sur différents sujets. Donc, je suis généraliste sur plusieurs sujets, incluant l'IA. Et c'est sûr que avoir ce type d'information-là m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Donc, si je prends par exemple mes premières avancées dans la thématique d'IA, c'était dans une ancienne compagnie à moi. On avait débuté, ça c'était en 2017, donc on avait débuté le département d'IA en gagnant l'un des premiers contrats au niveau du gouvernement en IA aussi. Donc, c'était quand même un projet assez intéressant où on faisait de l'analyse des documents qui étaient en papier, les mettre en PDF, les Excel, etc., faire une analyse de tous ces types de données-là pour identifier les niveaux de risque, comparer à différents standards de l'industrie, que ce soit ISO, que ce soit COBIT, etc., et identifier le langage de risque. Et c'est sûr qu'il faut analyser l'information qui était parvenue. On disait oui, OK, c'est une bonne analyse ou non, et le système apprenait. Donc, à travers ces différents types de projets-là, moi, c'est sûr que j'ai monté en compétences, j'ai appris pas mal dans ce domaine spécifiquement. Et c'est sûr que dans mon day-to-day, là, mon expertise est beaucoup plus en cybersécurité, mais avec l'introduction de l'IA, mes connaissances viennent et appuient comment je suis capable d'avoir des conversations avec les clients au niveau de la sécurité. Donc, je vais vous donner un exemple. Si on prend les différents outils de sécurité aujourd'hui, donc que ce soit un SIEM, que ce soit un SOAR, que ce soit peu importe les différents types d'outils sur le marché, il y a pas mal de buzzwords, je dirais, sur l'IA. C'est implémenté dans tout. Et il faut vraiment différencier c'est quel type d'IA. Donc, ce n'est pas comme on appelle un true AI. Dans ces types de systèmes-là, c'est vraiment, c'est comme une identification. Donc, pour ceux qui font beaucoup de formules dans Excel, c'est comme un peu une formule de if X, then Y. Donc, si c'est la valeur X, alors détermine et trouve-moi la valeur Y. Donc, c'est plus du data mining, comme on dit, en tant qu'outil. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, l'évolution de Gen AI dans ces types d'outils-là. Donc, il y a pas mal d'évolutions requises et de mèches qu'on a besoin de regarder entre la sécurité et l'IA. Et Microsoft vient de commencer à faire ses débuts là-dedans avec Copilot
et la sécurité. Donc, OK. dans mon domaine, c'est sûr qu'en ayant les différentes connaissances de ces deux départements-là, je suis capable de, quand je fais les stratégies et la révision d'architecture avec mes clients, je suis capable de les guider pas mal au niveau de la sécurité et c'est quoi qui est un vrai IA versus qu'est-ce qui est manquant au niveau de la sécurité. Tu leur sers de référence, OK. On a Exact. une question de Sofiane. Quelles sont les principales opportunités que l'IA offre aux femmes dans le secteur des technologies dans les secteurs des technologies pour diriger et influencer? Tu es directrice, donc comment, comment tu as pu ça a été quoi ton cheminement pour atteindre je dirais pas cet objectif parce que c'est sûr que tu vas encore évoluer. Comme tu nous disais, On espère. tu aspires, tu aspires à grandir. Donc, pour toi, qu'est-ce que tu pourrais dire, quel conseil tu pourrais dire aux femmes qui nous écoutent et aux hommes aussi qui nous écoutent, comment trouver ces opportunités pour évoluer? Ben, je vous dirais, faut jamais avoir froid aux œufs. Donc, faut toujours essayer quelque chose de nouveau. Comme je vous ai dit, moi, j'avais appliqué à CGI en pensant que je connaissais déjà les aspects. Bon, je répondais pas à tous les critères à 100%, mais j'avais quand même appliqué pour voir si jamais je pourrais avoir la job. C'est sûr que dans mes débuts, je me disais, c'est pas exactement ce que je pensais, mais il faut accepter le challenge, il faut vraiment rentrer dedans, faut pas avoir peur de prendre des risques parce que c'est à travers des risques qu'on évolue. C'est à travers OK. des situations qui sont non confortables qu'on apprend à évoluer. OK. Et donc, moi, je vous dirais, c'est sûr que l'IA va pas disparaître. C'est vraiment tout ce qui a rapport avec le monde de la technologie évolue. Donc, il y aura pour un certain moment assez d'emplois dans ces sphères. Donc, c'est sûr qu'on voit de plus en plus de femmes se faire introduire dans ce domaine-là. Et donc, les portes sont grandes ouvertes. C'est vraiment vous-même, quel type de risque vous voulez faire. Et vous devez accepter que vous allez faire des erreurs. C'est bien correct de faire des erreurs, mais comment est-ce que vous allez évoluer de ces erreurs-là? Et c'est comme ça que vous allez voir que votre carrière va prendre une différente direction. Donc, OK. On a une question d'Agnès. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut commencer à l'IA et par où commencer? Donc, je le disais un peu plus tôt, mais je vous dirais, il y a pas mal de différents cours qui sont disponibles en ligne. Donc, vous pouvez regarder, par exemple, Coursera. Ça s'appelle aussi FAST, donc FAST.ai, donc IA. OK. Ils offrent des cours pratiques en IA. Donc, ça peut vous donner au moins une base, dépendamment des différents niveaux de connaissances que vous avez. Si vous êtes dans les écoles, il y a pas mal d'éducation qui commence à évoluer aussi. Donc, par exemple, CGI, nous, on est vraiment impliqués avec l'Université de Toronto. On a créé un bootcamp avec eux sur l'IA particulièrement pour des éléments pratiques. On offre aussi des bootcamps à CGI, donc on a tout un partenariat pour essentiellement, je vous dirais, introduire une meilleure diversité dans le monde de la technologie. Mais essentiellement, pas mal des choses, puis je vous dirais même pour moi-même, si je tournais ma caméra, je n'aurais pas le fond d'écran, mais si je tournais ma caméra, vous verrez tous les livres de sécurité que j'ai ici à ma gauche. Donc, moi, personnellement, je fais beaucoup du self-learning. Donc, je m'apprends moi-même. Je lis différents livres, différents bouquins. Je regarde différents webinaires. Donc, je trouve qu'il y a pas mal de manières d'arriver et d'évoluer en tant qu'apprentissage. Et il faut regarder aussi qu'il va y avoir différents types d'apprentissage en ligne. Et ce n'est pas qu'ils sont tous faux, mais c'est des différentes perspectives. Et c'est important aussi de connaître ces différentes perspectives-là pour évoluer dans votre apprentissage. OK. Donc, professeur X pourra avoir une différente impression comparée à professeur Z. OK. C'est un peu ce qu'on voit actuellement dans l'actualité avec les différentes visions
de l'IA. Certains vont dire l'IA va remplacer certains postes, tandis que d'autres vont dire l'IA va générer de nouvelles opportunités. Puis c'est à nous, en tant que femmes, de voir où on veut aller justement au niveau de l'IA, comment on veut se développer, comment on veut apprendre. Mais merci d'avoir répondu à ma question d'avance, parce que j'allais justement te poser la question de comment tu tenais informé de l'évolution, sur l'évolution de l'IA. Mais tu y as déjà répondu. Dans mon cas, je vais dire, je ne suis pas une experte comme toi, mais je suis toujours en période d'apprentissage. Donc, on a des formations qui sont offertes à CGI. Je vais faire ces formations-là, je vais lire, je vais essayer de poser des questions à mes pairs. Parfois, j'arrive avec des images je vais le dire comme tout le monde, j'ai des images de Terminator, de iRobot dans ma tête quand on me parle de l'IA. Mais c'est vraiment de se former pour démystifier les choses. Puis ça nous donne cette opportunité d'en apprendre plus. Tout à fait, tout à fait. Puis, et c'est pour ça que je dis, il faut le prendre avec un grain de sel, parce que c'est sûr que si on apprend juste d'une perspective, ben on est coincé dans cette perspective. Moi, je fais toujours attention de vraiment apprendre de tout type de forum, de tout type de perspective, et ensuite de déterminer c'est quoi que je trouve qui est le moins bias en tant que perspective pour le remettre en cause par après dans les discussions. Et c'est super important de faire ça, parce que il y aura toujours une différente expertise. Puis pour ceux qui sont dans le monde de l'audit ou dans le monde légal, par exemple, aussi, vous allez voir, essentiellement, il y a toujours une différente perspective ou moyen d'appliquer un certain standard ou régulation. C'est la manière que vous le défendez par après. Donc, avoir tous ces différents types d'informations puis d'apprentissage sont importantes, parce qu'après, vous êtes capable de faire votre propre opinion et de le défendre. Et c'est à travers cette défense-là que quelqu'un va s'aligner plus avec votre perspective, ou le challenger aussi pour vous faire grandir dans la vôtre. OK. Puis, j'ai une question, en fait. Je ne sais pas si... Je vais dire, tu es l'expert technique, mais d'un point de vue éthique et IA, comment on arrive à... Surtout quand on est femme, parce qu'on voit ce qui se passe dans l'actualité, on voit un petit peu les choses dans le monde des TI. Comment on arrive à gérer ce éthique, moral et l'IA? C'est drôle que tu ramènes ce type de conversation, parce que c'est exactement le type de conversation qu'on va avoir plus tard ce soir durant notre événement. Mais si essentiellement, faut prendre en considération, donc je l'ai mentionné un peu avant, vis-à-vis le type de data qu'on met en ligne. Donc, il faut avoir une certaine conscientisation là-dessus. Et je pense que la meilleure manière que je pourrais l'expliquer, c'est à travers de cas d'usage. Donc, si je prends, par exemple, il y a eu une ligne aérienne, pour ceux qui veulent regarder en ligne, qui avait un chatbot qui a fait de mauvaises recommandations. Ou même chose avec Zoom, par exemple, qui avait changé leurs termes et conditions sans faire de préavis vis-à-vis leurs utilisateurs. Donc, ce type de changement-là, c'est non éthique, mais ils voulaient utiliser le data pour essentiellement améliorer leur IA. Donc, c'est quelque chose qui est non éthique, qui a été fait par une compagnie qui a ensuite affecté les citoyens et les utilisateurs. Donc, il y a cette perspective-là à voir, puis c'est important parce que essentiellement, on gère le data de chacun et chacune. C'est comme si j'aurais mon téléphone et sans ma permission, mes voisins décident d'aller regarder toutes mes photos et les downloader et de faire un cadrage autour de mes données personnelles sans me le demander. Je ne l'apprécierais pas. Je pense que d'autres personnes en ligne ne l'apprécieraient pas non plus. C'est un peu la même chose. Donc, il y a toujours cette responsabilité qui réside, même si on veut apprendre plus et améliorer ce qu'on a, il y a toujours cette responsabilité qui doit régner. C'est un peu la même chose. Donc, pour ceux qui ont des Apple Watch, donc il y a pas mal d'applications qui sont reliées à la santé, qui ont aussi utilisé le data des utilisateurs pour essentiellement améliorer
leur type de conditionnement. Donc, c'est des choses qui ne devraient pas être faites, mais c'est le côté éthique et responsable parce qu'au Canada, j'aurais commencé avec le Québec, mais ensuite au Canada, il n'y a pas encore de réglementation via l'IA qui sont mises en place. Il y a des responsabilités, oui, en tant que la protection de données, pour différentes raisons, mais pour l'IA lui-même, non. Ce qui va affecter les compagnies, par exemple, c'est tout ce qui a rapport avec leur réputation. Donc, si quelque chose arrive, c'est quoi les risques réputationnels qui pourraient affecter ces compagnies-là. Donc, c'est vraiment ce type de balancement que, comme utilisateur, comme compagnie qui gérons des clients, il faut vraiment avoir cette réflexion-là quand on gère puis quand on assimile ce type de data, parce qu'on devient responsable pour leur gestion. Donc, juste pour conclure ma phrase, très longue phrase. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que les informations que tu donnes sont vraiment passionnantes et comme je disais, je découvre beaucoup plus sur l'IA. Toi, en tant que directrice, tu as cette perception du poste de directrice. Je vais faire un parallèle avec l'IA, mais tu as cette perception cette position de directrice. Toi, si tu étais dans la situation où tu rencontrais quelqu'un, non, je vais reformuler. Si tu te rencontrais il y a quelques années, puis qu'est-ce que tu dirais à ta jeune toi sur l'IA? Comment tu lui dirais, dans quelques années, tu vas être directrice, tu vas avoir des connaissances sur l'IA, donc qu'est-ce que tu dirais à ta jeune toi? Bonne question. Je pense que je me dirais de prendre plus de vacances. Ça serait mon premier point. Mais je me dirais de juste me faire confiance parce qu'à la fin de la journée, si tu as la volonté de faire quelque chose et d'apprendre quelque chose, tu vas le faire. Moi, j'ai beaucoup remarqué, plusieurs personnes pensent que c'est parce que tu as une position que tu es capable de faire quelque chose dans une compagnie. C'est complètement faux. Ta position va pas instaurer un niveau de respect, c'est ta connaissance et ton savoir-faire. La manière que tu es capable de communiquer tes pensées, la manière que tu es capable d'interagir avec les autres, c'est ça qui va commander une salle puis qui va faire en sorte que chacun et chacune avec qui tu travailles va respecter ton point de vue, mais aussi l'appliquer. Donc, j'ai été consultante senior avant, je suis directrice maintenant. À part pour la différence de mon titre, j'ai pas eu de différents types d'interactions au cours de mon évolution à cause de mon titre. C'est vraiment la manière que j'ai été capable d'évoluer et de commander des conversations. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure et c'est ça, je dirais à mon jeune moi-même. C'est continue de parler. J'ai toujours, c'est une règle de 80-20%, ou 80% du temps, le monde l'apprécie, 20% du temps, il l'apprécie moins. Donc, mais c'est vraiment ça, c'est la communication, tout est là pour nous permettre de grandir dans chacun des postes qu'on a. Pour encore revenir à l'IA, puisque c'est le sujet de notre présentation, l'IA, comme tu disais, fait partie de tous nos jours, donc de ce qu'on fait en fait dans notre vie commune. On en a besoin, mais c'est aussi un moyen de communication. Je me suis rendu compte que Facebook propose de rédiger des messages avec l'IA. J'ai été complètement surprise et complètement bluffée parce que je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ça. Toi, si tu étais dans la situation où tu devais, oui, moi je suis recruteuse, mais si moi je suis dans la situation où je te présente le CV d'une candidate ou d'un candidat pour un poste en IA, qu'est-ce que tu regarderais aussi dans le profil, dans le CV?
Bonne question. Très souvent, on me donne des CV et c'est vraiment, je regarde pas le nombre de certificats, le OK. nombre je regarde vraiment pas le niveau d'éducation d'une personne. Je regarde vraiment comment ils ont été capables de mettre en perspective certains projets. Donc, OK. que ce soit des projets personnels ou des projets chez une compagnie, comment est-ce que vous décrivez ces projets-là, puis comment vous les avez mis en application, puis comment vous êtes capable de les décrire. Moi, et c'est personnel à chacun, chacune. Je veux juste le dire. Moi, je ne représente pas la manière que CGI au complet fait son recrutement, mais moi, personnellement, c'est ce que je regarde. Et je suis toujours en train, donc, via LinkedIn, j'ai pas mal de personnes qui m'envoient des messages pour me demander Ouais. s'ils veulent faire une session de café de 15 minutes, me poser des questions sur quoi faire, comment faire. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer des personnes et je pense généralement à CGI, on est tous très ouverts à Ouais. avoir des conversations avec des personnes qui sont intéressées. Je vous dirais, ouvrez votre réseau et votre meilleur pouvoir. C'est la manière que vous êtes capable de créer des connexions avec chacun, chacune et de démontrer qui vous êtes aussi. OK. Je vais vous donner un parfait exemple. C'est une très bonne amie à moi. Mais c'est quelqu'un qui est arrivé à CGI. Elle était barista. Donc, OK. aucune expérience en TI. Elle a étudié en ingénierie biochemical engineering. Excusez-moi pour mon anglicisme. Je n'arrive pas à trouver les mots en français, mais essentiellement, En biochimie? biochimie, mais oui. Donc, essentiellement, elle a fait des études qui n'avaient aucun rapport avec la sécurité, OK. ni avec la technologie. Et essentiellement, elle est arrivée, elle a fait son entrevue. Il y a eu un débat côté CGI elle n'a pas d'expérience, son éducation n'a pas vraiment rapport. Est-ce qu'on pourrait la rentrer comme une position junior? Donc, ils ont dit oui, elle est rentrée au niveau de notre SOC. Donc, c'est un centre de sécurité opérationnelle. Donc, OK. elle est rentrée à un niveau 1. OK. En moins de 3 ans, elle est rendue gestionnaire du SOC. Wow! Donc, c'est vraiment, je vous dirais, très rarement un CV va représenter une personne. C'est habituellement juste une porte d'ouverture pour commencer une discussion. Mais c'est pour ça que je vous dis que votre réseau est votre meilleur ami parce que si vous êtes capable de créer ces connexions-là, de vraiment démontrer, vous, vos capacités, parce que, et je le dis très, très souvent, vos habiletés de créer des relations interpersonnelles, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment apprendre. C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Le vouloir d'apprendre, le vouloir d'évoluer, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Tout ce qui a rapport avec l'éducation, le savoir-faire d'IA, etc., ça s'apprend. Donc, très souvent, je vais le dire, et comme je dis, moi, c'est très personnel, mais moi, je préfère aller avec quelqu'un qui n'a aucun savoir-faire dans un certain domaine, mais qui a la volonté de l'apprendre parce que cette personne-là va vraiment créer, va vraiment faire des mouvements dans la compagnie et sky is the limit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, votre réseau est votre meilleur ami parce que si vous êtes capable de créer ces relations-là, très souvent, même si vous n'avez pas nécessairement toutes les compétences, parce que très souvent, quand on regarde les différents types d'applications, puis je suis sûre, Audrey, tu vas mettre beaucoup plus de commentaires là-dessus, mais il y a plus un CV qui rentre pour une position. Des fois, il y en a 200, 300, 400. 200, 300, oui, comme tu dis, ouais. c'est vraiment ça. Donc, si votre CV n'a pas nécessairement tous les éléments qui sont recherchés par les automatismes, la manière que CGI le regarde, très souvent, votre CV ne va pas être essentiellement en haut du topo. Mais si vous êtes capable de vous démontrer, d'avoir des conversations avec du monde dans la compagnie que vous aimeriez aller travailler pour, ben là, vous êtes capable de vraiment créer cette différenciation-là et d'avoir des opportunités qui vous ouvriraient la porte. Tout à fait, c'est vraiment de se bâtir un réseau. Juste pour rappeler aux gens qui nous rencontrent, qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions. On est vraiment là, Priscilla et moi, pour répondre à vos questions. Priscilla, c'est vraiment, comme je te dis et je le répète encore, c'est toujours passionnant d'en apprendre
sur l'IA et surtout de ton parcours, de ta vision des choses. J'ai une autre question pour toi. Selon toi, de ton expérience, quelles opportunités uniques l'IA offre sur le marché du travail aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y aurait, je ne dis pas précisément à CGI, je parle en général plus, c'est quoi, de ton expérience, de tes connaissances, quels sont les postes qui sont le plus recherchés en IA? Je dirais, il n'y a pas vraiment de limitation là-dessus. Je pense que toutes les compagnies, dans toutes les différentes industries, ont un certain R&D vis-à-vis l'IA, que ce soit pour la partie DevSecOps, donc la manière d'automatiser certains éléments, que ce soit même au niveau de la recherche pour la compagnie, que ce soit... L'IA est rendue tellement influente sur les différentes industries et les compagnies que je pense qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de limitation dans son évolution dans différentes compagnies. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un manque en ce moment. Il y a même beaucoup d'opportunités qui ne sont pas comblées. On a besoin de tout le monde, on a besoin de femmes pour équilibrer le monde des TI. Donc, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui. Messieurs, continuez à appliquer, mais mesdames, allez-y, on a besoin de vous. J'ai une question de Pauline. Quels sont les clichés sur le sujet de l'IA qu'on considère complètement faux? Bonne question. Je vais commencer... Là, je suis en train d'y penser. J'en ai peut-être 4. Donc, je vais commencer avec le premier. C'est que l'IA va remplacer les emplois humains. Pour moi, c'est un fait qui est faux. Dans le sens que l'IA est fait pour avantager l'utilisation d'automatisation de tâches qui sont répétitives. Donc, c'est pas là pour remplacer les humains, c'est là pour permettre à chacune de se concentrer sur des activités qui sont plus fortes au niveau de valeur ajoutée, tout en créant même de nouvelles opportunités d'emploi dans le domaine de l'IA. Donc, ça, c'est peut-être le premier cliché. Le deuxième, c'est, ça, je l'entends assez souvent, c'est que l'IA est toujours biaisée. C'est vrai que les systèmes sont sujets à des bias, mais ce n'est pas toujours une caractéristique qui est inhérente à l'IA elle-même. Donc, c'est souvent le reflet de la programmation, peut-être? Oui, ben c'est présent dans les données qui sont utilisées. Donc, c'est ça qui entraîne un bias. Donc, c'est la manière que tu poses la question, c'est la manière que tu mets l'information, c'est la manière que c'est retourné en tant qu'information. Mais ce n'est pas fait d'une manière innée à être biaisé. Et un autre point, j'ai donné l'exemple tantôt de iRobot, mais c'est que l'IA va devenir incontrôlable et prendre le contrôle de tout. On entend souvent les scénarios apocalyptiques, là, où l'IA va devenir super incontrôlable et va prendre le contrôle, etc., etc. Il y a bien un réalisateur, grand réalisateur, qui a dit qu'il attendait de voir où on allait arriver avec l'IA pour faire son film. Donc... Exact. Non, mais bon, en ce moment, c'est plus issu de la science-fiction que la réalité. Parce que je dirais que les chercheurs et les experts en IA, on est tous très conscients des différents risques qui sont potentiels. Et généralement, ceux qui sont là pour le développement, ils travaillent vraiment activement sur la sécurité et l'éthique de l'IA. C'est pour ça, tantôt, tu étais en train de mentionner l'éthique de l'IA. C'est une partie hyper importante, puis c'est la base. Et c'est pour ça que très souvent, on entend des compagnies qui sont déjà très loin au niveau du développement de l'IA et on leur demande où est-ce que vous êtes au niveau de l'éthique, au niveau de la gouvernance de l'IA. Et il n'y a rien encore qui a été mis en place. Il n'y a rien qui a été conçu. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde avec les compagnies. Puis, il faut se rappeler aussi, les systèmes d'IA sont vraiment conçus pour fonctionner dans des limites qui sont définies et ils sont soumis à des contrôles qui sont humains pour vraiment éviter les types de conséquences qui sont indésirables.
Un peu comme ce qu'on voit en ce moment se développer, les véhicules sans chauffeur, mais on dit c'est un véhicule sans chauffeur, mais il y a toujours un être humain derrière au cas où pour vérifier les choses. Donc, c'est vrai que je suis un peu comme tout le monde. J'ai un peu cette appréhension dans l'IA, même si ça me facilite la vie dans certaines choses. J'ai quand même un peu cette appréhension, mais le fait que toi, en tant que spécialiste, tu me dis, c'est vraiment, il y a des contrôles, il y a des barrières, ça me rassure. Oui, ben, et au fait, j'aurais peut-être une question pour te retourner là-dessus. Toi, dans ton Oui. day-to-day, tu utilises l'IA pour faire l'évaluation au niveau des CV, pour les identifier. Donc, comment est-ce que tu fais pour aller au-delà des bias qui sont créés par les types de recherches que nous, on soumet? Donc, comment est-ce que tu fais cette révision-là pour t'assurer que les CV sont bien regardés, mais aussi sont bien considérés pour le type de position? C'est une bonne question. Puis, je veux juste rappeler aux gens, non, ce n'est pas un robot qui regarde les CV, c'est vraiment un recruteur. On aura toujours besoin des ressources humaines et du recrutement pour analyser les CV, mais c'est vrai que l'application que nous avons nous permet d'extraire des CV. N'empêche que cette application, on doit l'adapter en fonction de la manière dont on recherche des CV. Donc oui, on va avoir, par rapport à un descriptif de poste, on va avoir des mots-clés qui sont intégrés. On va les rajouter, ces mots-clés-là, dans le système afin d'avoir les CV qui y correspondent. N'empêche que si tu rentres dans le système, les mots-clés, automatiquement, le système va essayer de te trouver des profils qui ressemblent à 90%. N'empêche qu'il y a des profils à 60%, à 50% qui peuvent correspondre. Donc, moi, mon rôle en tant que recruteur, c'est de passer derrière cette application puis d'élargir mon champ afin d'avoir accès à différents types de CV. Parce que si je m'arrête uniquement au début de ma recherche, dans le sens où je me concentre uniquement sur mon descriptif de poste que j'ai rentré dans l'application, c'est sûr que l'IA va me chercher ce que je lui ai demandé, mais c'est à moi aussi de dire à l'IA, non, je ne veux pas uniquement ça, je veux plus. Ne t'arrête pas à ce type de CV. Donc, ça revient un peu à ce que tu disais, cette forme de contrôle, on l'a sur nos recherches de profils. Oui, on va regarder les critères, mais aussi on va regarder ce que la personne nous présente dans son profil. Qu'est-ce qu'elle nous dit, comment elle s'est développée, sa présentation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous... Je vais dire, c'est plus un assistant que quelqu'un qui fait le travail de recrutement à notre place. C'est ton IA gratuit, essentiellement. Oui, un peu. Ton exécutive gratuite, c'est ça? Oui. J'ai une question de Louise pour toi. Oui. Est-ce que si j'ai l'opportunité d'opter pour une formation en Big Data ou en IA, que croyez-vous plus pertinent actuellement dans le cadre des tendances du marché et de l'évolution en TI? Ben, je vous dirais que ces deux thématiques sont interconnectées, mais c'est sûr que si vous n'avez pas de connaissances en Big Data, je commencerai là. Parce que faut quand même avoir une compréhension, par exemple, des données, donc par exemple, les concepts de collecte, de stockage, de traitement, d'analyse des données massives, etc., pour ensuite pouvoir regarder comment c'est appliqué dans le monde de l'IA. Même chose pour la préparation, si on prépare les types de données, si on regarde les différents choix d'algorithmes, l'évolutivité aussi, pardon. Donc, c'est souvent, par exemple, le big data est souvent associé à des environnements qui sont distribués et à des types de technologies de traitement aussi. Donc, c'est vraiment comprendre ces différents types de concepts qui vous aidera par la suite à comprendre comment c'est appliqué dans le monde de l'IA. Parce que c'est très interconnecté un dans l'autre. Pas de problème. Je te remercie beaucoup, Priscilla, pour d'avoir participé à cette rencontre avec moi. On arrive sur la fin. On a eu plusieurs questions. Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé à l'activité, qui nous ont posé des questions.
le sujet de l'IA, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Il y en aurait tellement à dire. Je pense qu'en 1 heure, on n'aurait pas fini. Je vous invite à continuer à poser vos questions sur LinkedIn, sur le chat, à consulter nos profils. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. N'oubliez pas que nous avons encore d'autres activités aujourd'hui. Vous pouvez encore vous inscrire, rencontrer nos partenaires, rencontrer nos personnes qui sont là pour vous. Encore merci beaucoup. Merci à toi, Priscilla, et à bientôt peut-être pour de nouvelles activités. Merci à tous. Merci tout le monde.